Analyse de marché, stratégie d'investissement, c'est le sujet de cette émission de la mi-journée avec pour commencer Nicolas Chéron à nos côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Bon, on se parle à peu près tous les mois, donc la dernière fois qu'on s'est parlé c'était sans doute début juin. Nicolas, on constatait à l'époque que le sentiment, notamment chez les particuliers que vous suivez de près, vous êtes en contact avec le monde des particuliers investisseurs en bourse, Nicolas, que le sentiment de ces particuliers était très dégradé. Entre-temps, le marché a fait de nouveaux plus bas. Fin juin, début juillet, on a revu des plus bas sur les indices européens. Un mois plus tard, est-ce qu'on peut toujours dresser le même constat ? Le sentiment de pessimisme reste dominant aujourd'hui sur les marchés. Oui, complètement Grégoire. Que ce soit d'ailleurs en France, en Europe ou aux États-Unis, le sentiment des investisseurs, quand on regarde les enquêtes AAII ou quand on regarde les sondages qui sont faits sur les réseaux sociaux, etc., le moral des investisseurs est vraiment dans les chaussettes. On a noté d'ailleurs ces dernières semaines qu'il y a eu des sorties de ces investisseurs qui ont un petit peu coupé la partie action et qui sont passés cash. C'est ce que nous donnait la dernière enquête AAII aux États-Unis. Et j'ai l'impression, tout comme le mois dernier, en fait, alors que nous sommes sur les plus bas annuels qui pour l'instant résistent, que plus le temps passe, plus les investisseurs deviennent négatifs, pessimistes et sortent des marchés, alors que parallèlement à ça, ces marchés, et malgré toutes les mauvaises nouvelles, je n'en ai pas beaucoup de bonnes à vous donner aujourd'hui, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, force est de constater que le CAC 40, depuis un mois, fait de la résistance, tient ses plus bas annuels et tente en ce moment même de rester au-dessus des 6000 points. On va revenir sur les enjeux de marché techniquement parlant, mais de quoi on s'inquiète aujourd'hui ? Parce que sur les marchés, il y a toujours de bonnes raisons de s'inquiéter. Oui. Il y a des raisons d'être optimiste, évidemment, mais il y a aussi toujours de très bonnes raisons de s'inquiéter. J'ai l'impression que les inquiétudes sont plus tout à fait de même nature aujourd'hui. Vous confirmez, Nicolas ? Il y a beaucoup de sujets, l'inflation, les taux, les résultats d'entreprise. Je ne sais pas si ça vient du côté spécial de la situation actuelle. C'est vrai que ça fait 10-15 ans qu'on n'a pas connu des épisodes de marché tels que celui que l'on vit actuellement. Est-ce que c'est un manque d'information ou de compréhension des mécanismes macroéconomiques ? Je ne sais pas, mais... Ils sont inquiets, les économistes. Oui. Eux comprennent a priori quelques mécanismes. J'en trouve assez peu qui soient très optimistes. Je vous donne quelques exemples. Ouais. Par exemple... En début de semaine, je demandais aux investisseurs particuliers s'il fallait s'attendre à une croissance ou au contraire à une baisse des bénéfices des entreprises aux États-Unis pour le deuxième trimestre, publications qui vont commencer dans les séances à venir. 50% des personnes interrogées répondent que les bénéfices vont ressortir en baisse, alors qu'on attend, selon le consensus, 4,4% de croissance des bénéfices aux États-Unis. Alors certes, c'est un chiffre qui ne fait que baisser ces derniers trimestres, mais bon, n'est-ce pas légitime, après une année 2021 exceptionnelle, de revenir à quelque chose d'un peu plus normal ? Et puis notons par ailleurs que sur les 3 dernières années, 95% du temps, le consensus a vu trop bas. Et il n'est donc pas inconcevable qu'en plus d'être en croissance, cette croissance soit un petit peu supérieure au consensus qui est de 4,4%. C'est intéressant, vous dites parce que là, ça va être le sujet micro. On va voir comment la macro et les interrogations, voire les inquiétudes macroéconomiques se traduisent ou non dans les comptes de résultats des entreprises, dans leurs perspectives données au marché. Vous dites, c'est pas encore évident sur le marché américain, par exemple, qu'on termine l'année avec une récession des profits. C'est pas ce qu'anticipent les analystes, ça je sais. Il y a toujours un petit temps de décalage entre la manière dont le consensus se forme chez les analystes et la réalité des entreprises et du marché. Mais à ce stade, vous dites, c'est pas une évidence qu'on ait une récession des profits. On peut se douter que ça va être tricky, compliqué. Ouais. Certes, mais à court terme, dans les faits, en tous les cas, on est loin de ce qui justifierait le pessimisme actuel des investisseurs. Et on a un peu les mêmes phénomènes sur l'inflation et les taux d'intérêt. Les particuliers que j'interroge me disent que l'inflation va rester très élevée, voire va continuer de monter dans les mois à venir et restera très forte. Alors, elle va peut-être rester forte dans les années à venir, supérieure au rythme d'inflation que l'on connaissait par le passé, autour de 2%. Là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord, mais on va avoir une baisse graduelle de l'inflation. On a eu ces dernières semaines 40% de baisse du bois de construction, 25% de baisse du maïs, 20% de baisse du blé, 20% de baisse du pétrole, 20% de baisse du cuivre. Il y a un moment donné, si vous voulez, où tout cela va se traduire dans les chiffres d'inflation et où on devrait avoir une inflation qui se calme. Même chose concernant les taux d'intérêt.
J'entends dire que les taux d'intérêt sont montés et vont monter très fortement et continueront de monter en 2023. Ce n'est absolument pas ce que nous disent les Fed Funds. Ah non. Les anticipations de marché, à l'heure actuelle, c'est... et d'ailleurs, ça a changé de rythme depuis un mois, c'est nous allons vers une récession, donc ça va ralentir. Et ils s'attendent à une baisse de 75 points de base en 2023. Donc, il y a des craintes actuellement cristallisées qui sont légitimes, certes. Le Covid en Chine, les résultats qui ralentissent, les tensions en Europe, il y a plein de points noirs. Mais il ne faut pas non plus noircir ce tableau. Qui est déjà suffisamment noir. Qui est déjà suffisamment noir. J'entends bien. Et vous dites le risque là, c'est de basculer dans un pessimisme extrême injustifié. C'est ça. On le verra, c'est très compliqué. On va arriver la mi-juillet avec les résultats. Rappelons d'ailleurs que la première quinzaine de juillet depuis 1970, c'est la période de l'année la plus haussière de toutes. Donc il est légitime que le marché ait repris un petit peu de hauteur avant ce grand test des résultats. Et c'est ce grand test des résultats qui va nous dire si on a un peu trop broyé du noir et si ça peut tenir un peu plus longtemps que prévu. En observant le marché dans le détail, comme vous le faites, Nicolas, alors oui, est-ce qu'il y a de nouvelles dynamiques qui tentent de se mettre en place ? Est-ce qu'on peut trouver ici et là, je ne sais pas, valeur par valeur, secteur par secteur, des éléments ou des signaux faibles d'un début d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle histoire, après la grande histoire reflationniste, inflationniste des premiers mois de l'année? Alors, j'en ai identifié 3 ces derniers temps. Certaines sont nouvelles, d'autres anciennes, d'autres périodiques. Pour vous donner un petit exemple, l'armement, sur lequel on est positionné chez Zone Bourse, dans notre portefeuille Europe, c'est une dynamique qui est en place depuis le début du conflit et elle continue de se renforcer. Ça n'a rien à voir avec l'inflation. Enfin, inflation, récession, c'est pas le sujet pour ce secteur-là. Ça tient. Thales, on le voit sur ses flux annuels, elle est solide, etc. Hors inflation, encore une fois, mais une thématique qui s'est dégagée depuis un mois et demi et qui peut servir peut-être de couverture pour les opérateurs, c'est les valeurs Covid. Parce que mine de rien, le Covid bloque la Chine, on parle de nouveau de Covid en Europe, aux États-Unis. On n'est pas là qu'on ait de nouvelles mesures à partir de septembre-octobre quand on va avoir la rentrée. Dans le marché, certains investisseurs estiment que c'est intéressant de revenir sur cette thématique Covid. La plus solide des valeurs Covid françaises, c'est Eurobioscientifique. Elle a gagné 35% en l'espace d'un mois et demi. Là, elle vient de se replier, elle ne gagne plus que 20-25% sur la période, mais c'est significatif. Et parce qu'à côté de ça, on rachète aussi du secteur tourisme, loisirs, entertainment, qui est un peu le secteur anti-Covid d'une certaine manière. Mais il y a ce edge Covid là qui est intéressant peut-être à regarder à nouveau. Et peut-être que les opérateurs jouent les deux à la fois. Je vais acheter des valeurs massacrées du tourisme parce que on est dans les vacances et qu'on se dit que ça peut repartir et qu'on voit que les vols sont pleins, les réservations sont pleines, etc. Et puis se couvrir un petit peu avec des valeurs Covid au cas où. Et il y a donc, concernant les taux, l'inflation, etc., une dynamique que je vois naître depuis à peu près 3 semaines. C'est le retour sur les valeurs de croissance, mais de très bonne qualité. Et là, par exemple, on prend Sartorius Stedim, qui a été une des stars en 2019, 2020, 2021, qui ensuite, je dirais, a pâti de sa hausse précédente et du fait qu'on délaissait complètement les valeurs de croissance à cause des taux qui montaient. Très richement valorisé, Sartorius Stedim, équipementier pour la biotech. Ça reste cher, mais c'est de la qualité. Et depuis un mois, les opérateurs reviennent dessus en se disant, bah oui, mais si les taux ne montaient pas si haut que cela, si les taux rebaissaient par la suite, si on revenait un petit peu sur la croissance, ce serait ce genre de dossier qualitatif qu'il faudrait de nouveau regarder. Qualité, c'est un mot-clé qui revient de plus en plus, et je crois que Philippe Uzan l'utilisera à son tour dans quelques minutes. Donc je vais demander maintenant, c'est quoi la définition de la qualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on veut investir en bourse... naturellement, on se dit, j'ai envie d'investir dans de la qualité. Ça paraît assez naturel. C'est pas toujours ce qui monte le plus. Non, c'est pas toujours ce qui monte le plus, mais ça va être des sociétés qui arrivent à maintenir une croissance stable dans le temps, quel que soit l'environnement. C'est des sociétés qui sont moins endettées ou peu endettées par rapport aux autres du secteur. C'est des sociétés qui continuent de faire des acquisitions externes, qui continuent de grossir. Et qui se paieront toujours un peu plus cher que les autres.
Eh ben oui. Oui, non, ça, mais voilà. comme les premiers mois de l'année ont été un questionnement sur le bon niveau de valorisation, il faut l'avoir en tête. C'est comme si ce début d'année avait permis aux opérateurs, au marché en général, de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc on a des valeurs de croissance de faible qualité, notamment aux États-Unis, des valeurs qui perdent de l'argent, qui sont toujours au ras des pâquerettes, voire même qui continuent d'inscrire des nouveaux plus bas, alors qu'on a de la croissance de qualité qui se maintient, voire qui rebondit. Donc il va falloir, et je pense que ce sera le mot d'ordre dans les trimestres à venir, être sélectif, précis. Et la qualité qui devient donc un point central dans les stratégies d'investissement. Prochaine séquence de raffinage du marché, on va le dire comme ça, les publications d'entreprises qui commencent cette semaine aux États-Unis. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse.